sur ce qu'on fait, mais aussi sur ce que sont aussi écouter ce que le citoyen a comme préoccupation et pouvoir le rassurer par de la prise d'engagement, même si ces engagements sont des choses qu'on fait déjà, mais de dire voilà, on va continuer à le faire, on va essayer qu'un maximum d'agriculteurs s'impliquent là-dedans. Et je prendrai aussi le témoignage de Fabrice tout à l'heure qui disait est-ce que tu n'as pas peur, enfin d'autres agriculteurs lui ont dit est-ce que tu n'as pas peur qu'on te dise que tu es un lâcheur et t'engager là-dedans. Ben non, je pense que maintenant il faut qu'on soit réaliste, je pense que c'est important de dialoguer, et deux, c'est important de mettre en valeur tout ce qu'on fait quand même de manière positive et des évolutions, et trois, je pense qu'il y a toute une série d'engagements qui ne sont pas très compliqués à prendre par rapport à ce qu'on fait déjà, qui peuvent permettre d'avancer dans le bon sens. Et donc c'était un petit peu l'idée de ce référentiel. Donc ce référentiel, c'est quoi? C'est vraiment un outil qui permet de cadrer ce dialogue et qui permet d'aboutir à un moment à des agriculteurs, des riverains, des communes qui disent nous on va faire ça, hein, et on a cadré ça autour de 17 actions sur lesquelles on doit discuter. Une fois que les gens sont autour de la table pour discuter, bah, il y a 17 actions. Et la première, c'est ce qui est sorti, même si elle n'est pas technique, c'est privilégier la concertation entre les agriculteurs et les riverains, c'est-à-dire qu'on a une méthode pour initier le dialogue, pour organiser des rencontres, pour alimenter le dialogue avec des informations qui sont d'une part légales, mais aussi qui viennent de la recherche et de toutes les innovations qui peuvent exister sur le sujet, puisque un des enjeux, c'est quand même de pouvoir aussi faire face à cette volonté de réduire les risques liés au phyto par des alternatives diverses sur lesquelles la recherche travaille. Ensuite, l'objectif c'est que ce dialogue aboutisse pas juste à on se parle, mais à prendre des engagements. Les engagements peuvent être très simples, de dire je ne vais pas pulvériser, enfin, appelez-moi quand vous avez une fête dans votre jardin, je ne vais pas pulvériser ce jour-là. Ça peut être juste ça, parfois ça rassure. Hein. Ça peut être un engagement plus fort qui peut être, ben voilà, on va faire une bande de 10 mètres ou de 15 mètres sans pulvérisation le long de votre jardin. Si vous plantez une haie, voilà, chacun prend un engagement. Parce que l'objectif ici, c'est bien de ne pas positionner l'agriculteur comme le seul acteur qui doit faire des efforts, c'est de dire tout le monde fait des efforts. Il y a certaines mesures liées justement à la proximité entre une habitation et un terrain agricole, où à un moment on dit une solution, c'est que la commune dise quand je fais un permis, quand j'octroie un permis de bâtir, je veille à ce que le bâtiment ne soit pas à 2 mètres d'une parcelle agricole, parce que ça va aboutir peut-être à des problèmes plus tard liés à ça. Donc il y a toute une panoplie de sujets sur lesquels à un moment les différents acteurs peuvent s'engager. Et donc l'objectif c'est vraiment que ces sujets puissent concerner l'ensemble. Et je pense qu'une des avancées fortes qu'on doit pouvoir noter dans ces 17 actions, il y a échanger des informations pour l'organisation des travaux de pulvérisation. Je pense que ça, c'est... Je veux dire, toutes les organisations agricoles qui étaient autour de la table se sont engagées à dire on va favoriser, et ça je pense que c'est un changement quand même par rapport à la posture qu'on pouvait prendre dans le milieu agricole, c'est-à-dire on va favoriser le fait qu'il y ait des échanges d'informations sur l'organisation des travaux agricoles. Ça ne veut pas dire que tout le monde, qu'on se sent obligé d'envoyer des SMS à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va discuter avec les riverains sur la méthode la plus appropriée dans ma situation pour pouvoir échanger. Et donc je prends l'exemple de si je fais une fête, ben le riverain, enfin, si le riverain fait une fête, qu'il informe et l'agriculteur dit je m'engage à être attentif par rapport à ça, et inversement, si l'agriculteur a certaines journées où il y a plus de pression, ben voilà, si des riverains le souhaitent, mais ça peut être aussi par un accord verbal, hein, ce n'est pas, voilà, toutes les formes de communication sont là, c'est juste, les gens se parlent sur comment ils gèrent la question, et là c'est un message fort, je pense, de la profession, de dire on veut en parler aussi, et on est disponible à en parler. Ensuite, ne traiter que lorsque c'est indispensable, raisonner les traitements. Ça, c'est peut-être ce qui demande
le moins d'efforts aux agriculteurs, parce que je pense qu'on est déjà une grosse majorité d'agriculteurs là-dedans, mais comme disait Fabrice, c'est peut-être là-dessus qu'on doit aussi communiquer sur ce qu'on fait, pourquoi on fait et comment on le fait. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on a peut-être insisté, c'est de diminuer l'utilisation des substances les plus préoccupantes. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un travail sur le choix des produits et le choix des substances sur lequel on peut rassurer le citoyen, que ce soit vis-à-vis des risques sur la santé, vis-à-vis des risques sur les eaux, etc. Bon, ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Bien entendu, il y a deux questions qui sont fortes aussi, c'est ne pas traiter par vent fort et éviter les heures chaudes et sèches, mais aussi derrière tout ça, expliquer pourquoi on traite le soir ou tôt le matin, et que ce n'est pas juste pour se cacher, et d'expliquer aux gens pourquoi on s'engage à ne pas traiter par vent fort, mais que parfois on n'a que des fenêtres très courtes et qu'on ne va pas dépasser le minimum légal, mais il peut arriver qu'on ait une situation complexe dans laquelle on pulvérise, mais que globalement on s'engage à être attentif à ça. Ensuite, mettre en œuvre les mesures anti-dérive. Fabrice l'a dit aussi, il y a toute une série de matériel qui existe, de technologies qui existent, qui limitent maintenant les dérives. Il y a la mise en place de zones tampons, il y a des écrans en barrière physique à travers des haies, etc. Et ensuite, l'utilisation du matériel adapté, le matériel adapté, bien réglé, le manipuler de manière sûre et pouvoir bien réagir en cas d'accident. Ça aussi, c'est une question qui est souvent posée. Voilà, même si c'est un accident sur la route, s'il y a un pulvérisateur qui se retrouve avec du produit sur la route, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je pense que c'est important aussi au niveau de la commune et des riverains de savoir qu'il y a toute une série de protocoles qui sont mis en place. Donc, l'idée, c'est que sur ces 17 points, on a dans le document une série d'orientations sur des mesures pratiques qu'on peut prendre. L'objectif n'était pas de tout normaliser, l'objectif était de fournir le cadre qui permet de discuter et de définir une méthode. Donc la méthode qu'on propose, c'est de dire, voilà, une commune qui est intéressée par la démarche, on commence par une réunion où on invite les agriculteurs et on présente l'outil aux agriculteurs de la commune et on leur demande qui est intéressé de s'engager de manière générale sur du dialogue et des efforts sur ces points-là. Voilà. On va dire sur une commune, je ne sais pas moi, s'il y a 25 agriculteurs sur une commune, il y en a 10 qui vont venir à la réunion et il y en a 5 qui vont dire à la fin, moi je m'engage. En moyenne, vous imaginez que c'est comme ça que les choses vont. Ce qui est important de signaler aussi dans la charte, c'est qu'il y a déjà tout ce qui est réglementaire. Tout à fait. Voilà, il y a s'engager, si tu te limites déjà rien qu'au réglementaire, mais que tu sais l'expliquer, de toute façon c'est obligatoire. Tout à fait. Donc, tout est bien décrit et ce qui est obligatoire est mis. Donc, tu sais t'engager sans changer peut-être fort ta façon de travailler, parce que tu as déjà le réglementaire qui est là. Oui, puis je pense qu'à partir du moment où c'est l'intérêt des agriculteurs d'aller vers un dialogue, à un moment, si au bout du compte, disons, on va démarrer cette expérience pilote pendant 6 mois avec quelques communes pilotes, si au bout du compte on se voit qu'il n'y a aucun agriculteur qui signe l'engagement général, alors on a un travail, nous, à faire de sensibilisation derrière. On pense bien que c'est pas comme ça, on pense que la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont sensibles, qui évoluent dans leur technique, qui n'ont aucun problème à signer des engagements, et donc que ceux-là vont pouvoir tirer, et que oui, je pense que dans une commune où il y a 25 agriculteurs, on peut espérer qu'on en a 5 ou 6 qui vont dire « je signe un engagement général ». Deuxième étape, ces 5 ou 6, ils ont des terrains donnés, autour duquel il y a des riverains, et donc là, on organise avec la commune et les différents acteurs des relations, pas avec tous les riverains, ou alors là on va partir dans des discussions de principe. Non, on a des terrains donnés, des riverains donnés, et là on prend des engagements spécifiques entre ces agriculteurs-là et ces riverains. On dit juste que si à un moment la commune voit qu'il y a une sensibilité particulière, liée à une école, liée à un cours d'eau, et qu'il n'y a pas d'agriculteur qui s'est engagé lié à ces points de sensibilité, là on va faire un peu de sensibilisation particulière vis-à-vis de ces agriculteurs pour essayer de les faire s'engager là-dessus aussi. Et donc, suite à ces échanges agriculteurs-riverains sur des territoires bien particuliers,
il y a une prise d'engagement particulier, une notification de ces engagements, enfin une formalisation, et donc l'objectif est de suivre ça et de faire en sorte que ça apaise tout le monde et que ça améliore les relations et que ça attire d'autres agriculteurs qui vont se rendre compte qu'au bout du compte, c'est clair que c'est le dialogue et les engagements collectifs, comme je disais, tu fais une bande, je fais une haie, c'est pas pareil de dire tu dois faire une bande. Non, mais moi je ne fais rien. L'objectif c'est vraiment de travailler sur le fait qu'on est sur un territoire donné avec des engagements partagés sur la question. Donc voilà, ces 17 principes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais juste, voilà, on a eu toute une discussion, est-ce que, donc la loi sur le vent, la loi fait 20 km/h, je ne pulvérise pas à plus de 20 km/h. Elle a dit est-ce qu'il faut mettre une norme à 10 km/h, entre guillemets une norme de bonne pratique pour un engagement. On a dit non, parce que l'important, c'est que le producteur et les riverains puissent en parler dans le concret. Et rien qu'en ayant cette discussion, bah, si vous êtes bourgmestre, et que là, je vais vous demander juste, quand vous allez rentrer au printemps prochain, prochaine saison de pulvérisation, regardez sur votre téléphone la vitesse du vent tous les jours. Et là, vous allez vous rendre compte de ce que c'est 10, 15, 20, parce qu'en fait, la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce que c'est. Et donc, rien que ça permet un dialogue. On a dit, il vaut mieux ne pas normaliser les choses, mais qu'il y ait une discussion sur la question, et que les agriculteurs expliquent que, oui, ils traitent à 10 quand c'est possible, mais parfois, on se retrouve dans des situations à 15 ou à 18, parce qu'on n'a pas le choix pour une raison ou pour une autre. Et donc, l'idée n'était pas vraiment de favoriser un dialogue et les engagements collectifs, mais une compréhension collective de pourquoi on le fait. Je précise aussi que, ici, par rapport à ce que vous avez dit, on est tout phyto, c'est-à-dire produit de lutte qui se met avec un pulvérisateur, que ce soit bio ou pas bio. Parce que la réalité, c'est que quand on pulvérise des produits bio, les questions des riverains sont les mêmes aussi. Et la préoccupation des riverains, ils ne font pas la différence, ils voient un tracteur, et à la limite, ils vont dire « Ah, on a pulvérisé !»